Le sexe, ça se joue, à deux, seul ou en équipe. On s'échauffe, on donne tout, parfois on se blesse, il y a le débrief après match, le temps de la récupération et des endorphines. Un peu intuitivement, on rapproche sexualité et sport. Après tout, pourquoi pas, ce sont deux activités physiques. Mais ce soir, c'est du milieu sportif dont on va parler. Entre discrimination liée à l'identité sexuelle et messages de tolérance, c'est un univers complexe que l'on tente d'appréhender avec un volleyeur. Sa parole est celle d'un ancien sportif de haut niveau, mais aussi celle d'un entraîneur en contact avec la jeune génération. Bienvenue Jean-François. Jean-François, Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volley-ball. On en a un peu tous rêvé de ce flirt entre deux matchs. Ouais, ça, Jeanne et Serge, c'était un dessin animé que tout le monde regardait à l'époque. Et bon, c'est pas grâce à Jeanne et Serge que j'ai pratiqué le volley, hein, je vous rassure de suite. Mais bon, après, voilà, c'était quelque chose de. On a tous regardé. Donc, voilà, c'était un bon dessin animé où il y avait des matchs de volleyball et une histoire d'amour à côté, quoi. Donc, voilà, ça se regardait, on va dire. Allez, recentrons-nous sur le sujet. Sexualité et sport, à première vue, une notion commune aux deux activités physiques, c'est celle de la performance. Alors il est vrai qu'une partie de jambes en l'air, il faut la tenir, bien jouer, obtenir des résultats et satisfaire son public. Oui, oui, ça se rejoint un petit peu, on va dire. C'est sûr que voilà, quand on gagne des matchs ou on gagne une compétition, un titre, c'est sûr que là, on est en extase, quoi, hein, que ce soit avec le public. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu les deux activités, on va dire, s'entrecoupent, quoi. Sauf que c'est plus un partenaire et au niveau du sport, c'est plus un public, on va dire. Vous avez un palmarès sportif assez incroyable, 130 sélections en équipe de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France, 5 fois meilleur libéraux. On parlait de performance, mais quelle est la place du plaisir à ce niveau de jeu? Quand j'ai démarré dans le haut niveau, c'était vraiment primordial pour moi la performance parce que tu vas t'entraîner tous les jours pour atteindre un but, un objectif. Et évidemment, plus tu t'entraînes, plus tu es sérieux dans ton travail et plus tu deviens performant. Évidemment, j'adorais jouer au volley, donc le plaisir venait naturellement, mais tout en ayant cette performance-là. Et cette performance-là me donnait encore plus de plaisir pour avancer et aller encore plus dans la performance, quoi. On a parlé de l'aspect physique, mais parlons un peu de l'aspect symbolique. Il y a une notion commune à la sexualité et au sport, très présente à mon sens dans le sport masculin, c'est la notion de virilité. Alors, bon, la notion de virilité, en tout cas dans le volleyball par exemple, moi chaque fois que j'ai joué dans une équipe, que ça soit en France ou à l'étranger, j'étais toujours le plus petit. J'ai joué avec des joueurs qui mesuraient 2 mètres, des joueurs qui étaient beaucoup plus costauds, beaucoup plus musclés que moi. Mais ça m'a jamais dérangé dans mes performances. Donc voilà, moi j'avais mon poste à moi qui était le poste de libéraux où j'amenais beaucoup de l'énergie à l'équipe. Et le poste d'attaquant, il fallait être plus costaud, avoir une grosse épaule pour mettre des parpaings et marquer les points. Alors que moi, c'était complètement différent. Mais j'étais jamais complexé par rapport à ça, même si voilà, les joueurs étaient plus grands et plus costauds que moi. Je vous pose la question parce que ça se retrouve aussi dans le vocabulaire. Lorsque l'on veut signifier que quelqu'un a mal réalisé un geste, n'est pas à la hauteur de l'enjeu sportif, on emploie les mots de danseuse, femmelette, il joue comme une fille, etc. Vous me voyez venir, la virilité comme critère peut-elle engendrer des discriminations? C'est sûr au volleyball, par exemple, quand tu attaques moins fort que quelqu'un, on peut, par exemple, dire oui, c'est vrai, tu attaques comme une femmelette, toujours un petit peu des réflexions. Et c'est vrai que si tu n'es pas fort mentalement ou tu prends ça pour toi et que tu commences à un petit peu cogiter, ça peut avoir des conséquences, oui, c'est exact. Alors oui, je vous le confirme, ça peut créer des stéréotypes. Des études ont été menées sur la représentation des sports dans les cours d'EPS notamment, et elles montrent clairement que les sports liés à la douceur sont considérés comme des sports de filles, les sports liés à la puissance comme des sports de garçons, surtout dans les sports collectifs, sauf le volley, un des seuls sports collectifs à être considéré comme mixte. Moi, durant ma carrière, donc, j'ai joué, par exemple, 3 ans à l'AS Cannes. Et dans cette ville de Cannes, on avait quand même le plus gros club européen à l'époque, était le Racing Club de Cannes. C'était un club féminin, très très réputé.
Et donc, voilà, il y avait, les filles étaient des sportives de haut niveau, comme les garçons. Le volleyball féminin à Cannes était beaucoup plus important même que le volleyball masculin. Après, quand on prend l'exemple, par exemple, moi j'ai joué 3 ans en Italie, et en Italie, le volleyball est le sport numéro 2. Et je me rappelle que toutes les semaines, par exemple, on avait 2 ou 3 matchs féminins à la télé. Et les salles étaient pleines. Donc les gens, le public aimait beaucoup de regarder du volleyball féminin, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui fait selon vous que certains sports soient plus ouverts, plus égalitaires, plus féminins que d'autres? Là, dans mon nouveau métier, maintenant, je m'occupe donc de jeunes qui ont notamment entre 12 et 18 ans. J'ai par exemple 7 garçons et 3 filles qui s'entraînent d'ailleurs ensemble. Et ça se passe très très bien parce que voilà, je pense que les mentalités, et puis nous aussi, en tant qu'entraîneur, on essaie de leur montrer la voie qu'il faut, la bonne voie, et il y a énormément de respect envers les filles, et les filles ont énormément de respect envers les garçons. Ça, c'est vraiment une éducation sportive que les entraîneurs doivent avoir, et je pense, hein, et que moi j'essaie d'instaurer pour que tout se passe bien. Il faut quand même le dire, ces dernières années, au niveau européen et même mondial, il y a une évolution considérable dans le traitement médiatique du sport féminin, et notamment dans le football. Le football féminin a pris une ampleur quand même assez importante, hein. On voit comme des grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais ont créé des sections de foot féminin, et on le voit même en Corse, hein, où voilà, on prend je sais que l'AC Ajaccio a une section féminine, je sais qu'à Bastia il y en a une aussi, et voilà, on est vraiment maintenant sur du sport féminin qui devient de plus en plus important. Et pourtant, il semble y avoir quand même peu d'évolution dans les pratiques. 96% de licenciés dans le rugby, 75% dans le judo et 96% dans le foot sont des garçons. Oui, bon, après c'est des chiffres, mais bon, le rugby, c'est un sport où il y a énormément de contacts, et c'est un sport vraiment où, quand on parlait de virilité, voilà, c'est un sport qui demande une virilité, peut-être le rugby un peu plus important, mais moi je connais quand même des filles qui pratiquent le rugby. Donc oui, c'est un sport qui demande à être costaud et aller au contact. Il y a quand même des compétitions où maintenant on met en avant quand même au football, on met en avant le football féminin. Je sais qu'en judo, on a quand même des championnes olympiques en filles, on a des champions olympiques en garçons bien sûr, mais ça a quand même évolué quand même. Les garçons qui pourraient avoir envie de pratiquer des activités traditionnellement définies comme féminines, au hasard la natation synchronisée ou la danse, sont encore très stigmatisés. Il faut être physique aussi pour faire de la danse, hein. C'est pas évident, hein, de danser tous les jours. Et après, il y a des garçons qui dansent, hein. On le voit dans Danse avec les stars par exemple. Voilà, donc je veux dire, maintenant ça a quand même évolué, quoi. Ça a quand même évolué. La stigmatisation des garçons dans le milieu sportif, c'est aussi l'homophobie. Antoine Griezmann décrit le milieu du foot comme macho, fermé et homophobe. Cette difficulté à être homosexuel dans le milieu sportif est systématique ou c'est vraiment une problématique qui ne concerne que certains sports? Il y a des homosexuels dans tous les sports, hein, je pense, hein. Moi, j'ai toujours fait abstraction de ça, quoi. Alors certes, mais il y a une différence entre le fait qu'il y ait des homosexuels, un peu comme partout, et le fait qu'ils puissent le dire. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai vu plusieurs expériences où des personnes avaient du mal à le dire, notamment dans le milieu du football. Et ça a peut-être fait beaucoup de mal pendant l'évolution de leur carrière respective. Le fait de le dire aussi, ça peut aussi soulager et avoir peut-être plus confiance. Mais maintenant, je pense que quand même ça a évolué et que voilà, quoi. Il y a eu plusieurs exemples où il y a des gens qui ont fait leur coming out et ça s'est passé normalement, quoi. Bon, Jean-François, on parle, mais c'est toujours bien d'étayer des propos avec des chiffres parce que ça fait sérieux et parce qu'on ne s'appuie pas que sur mon ressenti aussi. Donc des chiffres. 51% des sportifs hommes ont déclaré avoir des attitudes négatives envers les gays. Un Français sur 4 admet tenir des propos homophobes tels que PD, tarlouse, tapette devant un match. Et pourtant, la plupart des derniers interrogés ne se considèrent pas comme homophobes. Que pensez-vous de cette contradiction et pouvez-vous vous-même être en proie à cette contradiction? Ça m'est jamais arrivé d'avoir des propos homophobes, déjà, premièrement. Et puis, quand on est sportif de haut niveau, on est là pour performer, on est là pour gagner, que ça soit sans parler de l'orientation sexuelle, tout ça, quoi.
C'est peut-être effectivement cristallisé dans le foot. Je vais citer l'exemple de Wissam Belkacem, ancien sportif de haut niveau. Il a fait son coming out récemment. Il a écrit un livre Adieu ma honte où il raconte qu'il voulait soigner son homosexualité. Il ne voulait pas être découvert, il savait que ça pouvait freiner sa carrière et, je le cite, ruiner sa vie. Est-ce que vous avez entendu cette histoire ? Oui, oui, bien sûr, j'ai entendu cette histoire. Je crois que c'était quelqu'un qui était au centre de formation de Toulouse, au football. On est très jeune quand on rentre dans un centre de formation. Souvent, on quitte sa famille, on est seul. Il y a beaucoup aussi de joueurs dans le football. Le football, c'est un sport, on va dire, dans le masculin, vraiment masculin. Donc peut-être voilà, qu'il s'est senti que ça a été dur pour lui dans la suite dans toute sa carrière. Mais là, voilà, quand on rentre dans un centre de formation, on est vraiment avec énormément de joueurs du même âge. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour avouer son homosexualité, pour en parler. Et c'est sûr qu'après, ça peut avoir des conséquences. Bon, ici, Jean-François, vous l'avez compris, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on continue à poser des questions. Pourquoi le sport, qui est un formidable outil d'intégration et de diversité sociale, n'arrive pas à intégrer la question de l'homophobie ? Je rappelle que le président de la Fédération française de football a estimé que l'homophobie devait être jugée moins sévèrement que le racisme. Le foot, c'est un sport magnifique à regarder. Moi, j'aime beaucoup regarder des matchs de foot. Mais c'est aussi un sport qui est dangereux pour une personne, pour un joueur, qui peut être mêlé à beaucoup d'affaires. Donc, alors que les autres sports, comme ils sont moins médiatiques, je prends l'exemple du volleyball, on est quand même beaucoup moins médiatique que le football. Et le football, ça devrait être comme ça. Mais comme il y a beaucoup d'argent en jeu, où il y a beaucoup de propos, mais même, moi je vois des matchs de foot où on est dans les stades, il y a beaucoup de propos homophobes qu'on entend dans les stades. Et voilà, donc après c'est difficile parce que c'est un autre monde, le football. Le football est un autre monde. Alors finissons sur une note positive. La nouvelle génération semble moins en conflit avec la question de l'homosexualité. Une étude menée par l'association Foot Ensemble annonce que l'homosexualité est jugée acceptable, bon c'est pas ouf mais c'est déjà pas mal, par 78% des 12-18 ans engagés dans les centres de formation. Ah ben voilà, donc voilà, ça évolue, comme moi je me disais aussi. Et après, non, maintenant je pense, voilà, entre les 12-18 ans, comme vous disiez, ça a bien évolué, que maintenant c'est rentré quand même un petit peu dans les mentalités, qu'il y aura moins de problèmes, plus ça va aller, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Moins de problèmes et plus de solutions, notamment grâce au travail des associations et des fédérations sportives. On n'a pas tous la même sexualité, mais on a tous la même passion. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur France 3 Corse via Style.